Donc, on va avoir un séminaire de Hélène Dronier. Hélène a passé sa thèse en 2004. Elle a fait sa thèse au laboratoire de météorologie dynamique qui dépend de l'Université de Paris 6. Ensuite, tu as fait un postdoctoral au Climate Research Center aux États-Unis. Et puis, avant de devenir maître de conférence dans un laboratoire qui dépend aussi de l'IPSL, le LATMOS. Donc, tu es maître de conférence à l'UVSQ. Donc, Hélène est maintenant professeure dans cette université. Et il se trouve qu'elle a récemment changé de laboratoire. Et elle travaille maintenant en fait dans le même laboratoire que moi. Donc on a des bureaux qui sont presque voisins, ce qui m'a permis d'apprécier les qualités d'Hélène. Et en particulier, Hélène est spécialiste du cycle de l'eau de manière générale. Elle a fait l'essentiel de ses recherches sur ce sujet-là. Et par exemple, elle a été coprésidente du groupe de travail sur la vapeur d'eau dans le programme international GWEX. Donc c'est vraiment une des spécialistes mondiales de l'effet de ce cycle de l'eau. Et dans ce cadre-là, ça te gêne, hein. Et dans ce cadre-là, elle est aussi PI d'une mission spatiale qui, on l'espère, va être lancée dans quelques années. C'est quelque chose qui s'appelle Komodo et dont l'objectif, c'est d'observer, de mesurer la dynamique des nuages convectifs. Donc voilà, tu as quelque chose. Là aussi, Hélène a un pied entre la compréhension des processus climatiques et puis l'observation spatiale de ces processus. Eh bien, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Merci François-Marie pour cette introduction un petit peu déstabilisante, mais merci. Je suis impressionnée d'être ici devant vous. En fait, pour l'anecdote, la semaine prochaine, je vais voir des collégiens. Donc c'est pas tout à fait le même collège, mais on va voir si j'y arrive aussi bien. Et donc je vais vous parler donc de la vapeur d'eau. Donc François-Marie en a parlé beaucoup déjà tout à l'heure. Et je vais essayer de faire un zoom sur cette molécule qui est importante pour notre climat. Donc voilà le programme. Donc je vais faire tout d'abord un petit contexte, une revue le contexte très global de pourquoi la vapeur d'eau est importante dans notre système, vraiment d'un point de vue très global. Et puis ensuite, je vais faire un focus sur l'humidité de l'atmosphère, le rôle de l'humidité de l'atmosphère pour notre système climatique. Je vous parlerai ensuite de rayonnement, d'effet de serre et de rétroaction. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la vapeur d'eau dans la stratosphère. Alors, c'est pas du tout, c'est pas ma spécialité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe dans les basses couches de l'atmosphère, la troposphère. Mais c'est important de vous parler de la place de la vapeur d'eau dans la stratosphère pour le système global. Et puis ensuite, je vais faire une revue vraiment très superficielle, en tout cas, de quelques enjeux scientifiques qui sont associés à la mesure de l'humidité, à la compréhension de l'humidité dans l'atmosphère. Il faudrait plus qu'une heure pour revoir tous les enjeux vraiment de manière très exhaustive. Donc pour commencer, un petit peu de contexte. Donc ça, c'est la Terre vue de l'espace. Dans le domaine visible, c'est le satellite européen Météosat qui a pris cette photo au mois de mars l'année dernière. Et donc, ce qu'on voit, c'est donc une composition colorée de plusieurs mesures qui ont été réalisées dans le domaine visible. Et cette composition permet de reproduire une image naturelle de notre Terre. Donc, ce qu'on voit principalement, c'est les continents, on les voit très bien, les océans autour, et puis on voit aussi dans l'atmosphère des gros nuages, et puis quelques endroits où vous avez des aérosols, mais sinon, de manière générale, on voit très bien que notre atmosphère est transparente. Et alors, si on change de système d'observation et qu'on utilise un domaine non visible par l'œil, donc ça c'est un exemple pris dans l'infrarouge, voilà ce qu'on voit. On ne voit plus du tout la surface, donc c'est encore un autre satellite européen qui s'appelle toujours Météosat, mais la version d'avant. Donc là, c'est une mesure qui est réalisée autour de 6 microns. Et donc ce qu'on voit, c'est la Terre, on ne voit plus du tout la surface. L'atmosphère est complètement opaque, en fait elle ressemble aux autres planètes du système qui ont une atmosphère très épaisse, comme Vénus ou Jupiter ici. Et puis quand on regarde cette animation réalisée par le satellite Météosat, on voit très bien un transport de gaz avec des zones, donc les zones noires, c'est les endroits où il y a très peu de ce gaz, et les zones plus blanches, c'est là où vous avez beaucoup de ce gaz, et puis ici vous avez des petites zones blanches qui sont finalement des zones de très forte concentration. En fait, c'est une longueur d'onde qui est particulière parce que c'est centré sur la capacité de la molécule d'eau à absorber le rayonnement. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est l'eau qui est partout dans notre atmosphère.
Et les petites taches blanches, finalement, ce sont les nuages. Donc dans ce contexte, il y a aussi donc le cycle de l'eau, qui est un point très important pour notre vie sur Terre. Donc François-Marie l'a déjà mentionné, l'eau, ça constitue à peu près entre 0 et 5% de la composition de notre atmosphère. Et en fait, c'est essentiel justement parce qu'il y a ce grand cycle de l'eau. Donc c'est un schéma qui représente les stocks en kilomètres cubes qui sont dans les océans, les nappes souterraines, les glaciers et l'atmosphère. Et puis vous avez les flèches qui représentent au flux, au transport, aux échanges entre les différents réservoirs. Et donc vous voyez bien que finalement le stockage le plus important il a lieu dans les océans. Vous avez plus d'1 milliard de kilomètres cubes d'eau stockés dans les océans. Ensuite, c'est dans la cryosphère, les eaux souterraines, et puis finalement, on voit bien que l'atmosphère, il n'y a pas beaucoup. Alors ce stock-là, ça constitue à la fois la phase vapeur, la molécule d'eau vapeur, et puis ensuite, vous avez la partie liquide, avec les nuages, bien évidemment. En fait, au total, le stock d'eau ne change pas, en fait. Il est constant. Ce qui va changer, c'est les transferts, ces flux, les transferts entre les différents réservoirs qui vont changer en intensité. Donc tout ce qui est ruissellement, précipitation, évaporation, transpiration, etc. Au total, en fait, donc la quantité d'eau dans l'atmosphère, ça représente à peine 0,001% de l'eau totale qu'il y a sur Terre. Et dans notre atmosphère, en fait, le taux de la durée de vie, la durée du recyclage, elle est très courte, elle est de 5 à 10 jours, alors que dans les océans, c'est plutôt 2-3 000 ans, et dans les glaciers, c'est encore plus long, ça peut aller de quelques milliers à quelques millions d'années. Donc c'est vraiment, l'atmosphère, c'est vraiment une zone où on a un recyclage très très rapide de l'eau et très peu de stock. Donc on vient de balayer très rapidement les réservoirs avec les processus où on a vu, je vous ai dit très rapidement qu'il y avait des processus de transport avec l'évaporation, la condensation, les précipitations, donc tout ça c'est dans le cycle de l'eau. Ça fait donc intervenir ce qu'on appelle la thermodynamique, du gaz. Et puis ensuite, vous avez l'effet de serre dont François-Marie vous a beaucoup parlé et il a mentionné que finalement la vapeur d'eau participe à l'effet de serre. En fait, ces deux choses-là, elles sont très liées. C'est important d'aborder ces deux aspects, à la fois la thermodynamique et l'aspect radiatif, parce que c'est des choses qui font finalement expliquer ce que François-Marie a appelé la rétroaction de la vapeur d'eau dans le système climatique. Et puis, donc il l'a dit, ça repose sur des lois et des principes de la physique qui sont bien compris depuis le début du XIXe siècle. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement bien comprises par la communauté scientifique qui travaille sur le climat et sur la physique de l'atmosphère. Je vais maintenant passer à la description de notre atmosphère humide. Donc vous voyez sur la gauche un diagramme qui représente des moyennes sur quelques endroits, donc les tropiques, les moyennes latitudes et les pôles. Dans les tons vert-bleu, c'est les variations de température en Kelvin. Là, vous avez l'altitude, vous avez la verticale en kilomètres ou en pression. Et puis, vous avez dans les tons orange-rouge, vous avez la masse absolue d'eau qui est contenue dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on appelle l'humidité absolue, c'est donc vous prenez une parcelle virtuelle d'air et vous comptez le nombre de molécules, vous pesez la masse de la molécule vapeur qu'il y a dans cette parcelle par rapport à la masse totale de l'air. Et donc, on a des grammes par kilogramme. Et vous voyez qu'on a une décroissance très très rapide, exponentielle en fait, qui est de l'eau dans l'atmosphère, qui est caractéristique de ces gaz à courte durée de vie, dont la concentration principale se trouve dans les basses couches, près des sources finalement, près des zones où on va avoir de l'évaporation. Et donc on voit qu'on a une concentration, une quantité maximale près du sol, et puis ça décroît très très vite, et on a très très peu d'eau très rapidement jusqu'en haut. Donc la tropopause ici, on la voit au niveau de l'inversion de température, qui change avec la région, plutôt autour de 10 km pour les régions polaires, et puis autour de 16-17 km dans les régions tropicales. Et au-delà, donc dans la stratosphère, on a une augmentation de la température et toujours très très peu d'eau. Sur la droite, vous voyez la masse totale d'eau. Donc vous imaginez qu'on a fait le cumul de toute l'eau qui est contenue dans chaque colonne d'atmosphère et on l'a ramenée en surface, et puis donc ça nous fait une petite épaisseur d'eau. Ça s'exprime en millimètres. Ça, c'est des mesures qui ont été réalisées par satellite.
Puis donc, ça date d'hier, en fait, finalement, cette animation. Et donc, ce qu'on voit, ce qui est très chouette à voir, c'est que vous avez donc, ce transport très fort grâce au vent depuis les régions tropicales. Vous voyez qu'il y a le maximum d'eau qui est contenu dans ces régions tropicales. Et puis, on a un transport donc, vers les moyennes latitudes. Et puis, on peut remarquer qu'au niveau des régions polaires, on a finalement très peu d'eau. Ce sont des régions où il y a une très faible quantité d'eau disponible. Alors finalement, on voit que la quantité d'eau est importante pour l'effet de serre, etc. Mais finalement, ce qui est aussi important pour les processus météorologiques, c'est la quantité de vapeur d'eau qui va être disponible pour la condensation. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une formation de nuages, de la pluie disponible, etc. Et la quantité d'eau disponible pour la condensation, elle va dépendre de la température de l'air. C'est là qu'intervient la thermodynamique. Donc je me permets de rajouter, alors il va y avoir 2 équations, je suis navrée, mais je pense que c'est important quand même. Donc c'est la loi de Clausius-Clapeyron, en fait, qui a été établie donc, à la moitié du XIXe siècle. La loi de Clausius, et vous avez, donc j'ai écrit ici cette loi, et puis là vous avez le diagramme des phases de l'eau, donc l'eau pure, avec ici cette évolution du paramètre, ce qu'on appelle la pression de saturation, ici, avec les phases vapeur, liquide et gaz. Donc, dans cette équation, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ce que j'ai écrit ESAT, donc la pression de saturation, qui est la pression d'équilibre entre 2 phases d'un corps pur, elle varie avec la température. Elle dépend aussi de, donc R, c'est la constante des gaz parfaits, et puis de L, qui est la chaleur latente, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui est nécessaire pour faire passer d'un corps pur qui est dans un état 1 dans un état 2. Donc on va avoir besoin de chaleur pour faire ce changement de phase. Et donc sur ce diagramme, j'ai rajouté des flèches qui donnent les moments où on va avoir absorption de chaleur, c'est-à-dire qu'on va avoir un refroidissement. Par exemple, l'évaporation au-dessus des océans correspond à un refroidissement local de l'eau. Et les flèches rouges qui correspondent à du gain, de la libération de chaleur au système, c'est-à-dire que par exemple la condensation ou la liquéfaction, le passage de la phase vapeur à la phase liquide pour former un nuage va libérer de la chaleur. Donc là vous voyez ici la zone qui correspond aux conditions de température et de pression sur Terre, donc on a les 3 phases de l'eau, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de venir là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant de voir dans ce système, c'est l'évolution relative de cette pression de saturation, de cet équilibre entre les phases, en fonction du réchauffement possible, de l'évolution possible de la température. Donc là, vous voyez une représentation graphique de cette évolution relative de la pression de saturation en fonction de la température. Et donc, en moyenne, sur les conditions de température rencontrée à la surface de la Terre, donc entre 270 et 310 Kelvin, donc entre 0 et 20 degrés, 25 degrés, on va avoir une augmentation, une variation de la pression de saturation qui augmente de 7% par degré d'augmentation, de réchauffement. C'est-à-dire que finalement, la capacité de l'air, vous considérez cette parcelle d'air virtuelle, si on augmente de 1 degré sa température, elle aura une capacité augmentée de 7% à contenir de la vapeur d'eau avant qu'il y ait de la condensation. Donc les masses d'air vont contenir plus d'eau sous forme vapeur avant qu'il y ait un changement de phase et éventuellement donc, la formation d'un nuage. Et donc ça, cette augmentation, cette capacité de contenir plus d'humidité dans l'air, elle est confirmée par les observations à l'échelle globale. Donc là, vous voyez en haut le contenu total en vapeur d'eau, qui est représenté en pourcentage. En fait, c'est des différences par rapport à une période de référence qui est 95-2014. Donc là, vous avez le temps ici. Les courbes noires et bleues, c'est différents systèmes d'observation. Et puis en grisé, vous avez l'enveloppe des simulations qui sont réalisées grâce à tous les modèles complexes du système Terre. Et puis en bas, vous avez la même chose, la même évolution temporelle, mais pour la température moyenne, juste au-dessus de la surface à l'échelle du globe. Et donc on voit sur ces 2 graphiques que on voit qu'on a une augmentation très légère de la quantité d'eau, de la colonne totale de vapeur d'eau qui est contenue à la surface du globe, donc qui augmente à peu près de 1% par décade. Et la température de l'air, son augmentation, elle est estimée à 0,17 degrés par décade. Et quand on fait le rapport des deux, on retrouve bien
on retombe bien cette approximation, enfin ce qui sort de la théorie de Clausius-Clapeyron qui dit qu'on doit avoir une augmentation de 6% à peu près, 6 à 7% de vapeur d'eau contenue dans l'air par degré de réchauffement. Alors c'est confirmé à l'échelle globale, mais à l'échelle régionale, on va avoir des différences. Donc là, vous avez des cartes qui représentent 20 ans de mesure d'un instrument satellite qui s'appelle AIRS, qui est un instrument de la NASA. Les couleurs bleutées correspondent à des tendances négatives, c'est-à-dire qu'on a un assèchement de l'air. Les couleurs orangées, c'est des tendances positives, donc une augmentation, une humidification de l'air. Et ces variations régionales, elles sont dues uniquement aux structures de réchauffement en surface qui vont varier d'un endroit à l'autre pour des processus, du fait de circulation des vents et dans les océans. Donc maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était important aussi, c'était la connaissance du degré la possibilité de l'eau disponible dans l'air pour la condensation et la formation des nuages. Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'humidité relative. L'humidité relative, ça permet de rendre compte justement de cet écart à la saturation. On va toujours prendre cette parcelle d'air virtuelle. On compte la quantité de la masse d'eau, vapeur qu'il y a dans cette parcelle virtuelle. Et puis on va théoriquement calculer quelle devrait être la quantité maximale si, à cette pression donnée et à cette température donnée, on était au seuil de saturation. Donc on sait exactement quelle devrait être la valeur de saturation. Et donc l'humidité relative, ça reflète ça reflète l'écart à la saturation, à la condensation. Donc des valeurs de 0%, c'est de l'air qui est très, très éloigné des possibilités de condensation. Et puis 100%, on est proche de la formation du nuage. Là, vous avez une carte qui représente l'humidité relative en surface. C'est encore une fois des mesures par satellite fusionnées avec des calculs de transport de l'air. Et donc là, vous voyez, donc le temps, il part très vite, il court très très vite. Les variations très très fortes que vous voyez, elles sont dues au cycle diurne de l'humidité, donc le chauffage par le soleil. Et puis en fait, ce qu'on voit par rapport à tout à l'heure, on voyait qu'il y avait finalement très très peu d'eau en absolu dans les régions polaires, alors qu'en fait, on voit qu'en termes de condensation, finalement, ce sont des zones qui sont extrêmement saturées en humidité, en tout cas près des régions polaires. Et puis finalement, dans les régions tropicales, il y a de l'humidité, mais en termes de condensation, elle est passée vers les nuages. Et les nuages sont déjà formés, donc on a l'impression que c'est très sec. Mais en fait, là, on est juste en train de regarder l'humidité de l'air autour des nuages. Et sur la droite, vous voyez une représentation verticale de l'humidité relative. Donc c'est toujours obtenu par des satellites. Là, vous avez donc un été, et puis ici, vous avez un hiver. Donc on voit la quantité très forte d'humidité relative dans les basses couches, au niveau des régions polaires. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'équateur, on voit aussi qu'on a un maximum d'humidité, alors que tout à l'heure, je vous ai montré que la masse absolue d'eau dans l'atmosphère diminue, même vers la haute atmosphère, sauf que là, on voit qu'on a un maximum d'humidité, et notamment dans les hautes couches de la troposphère. Ça, c'est associé au processus de convection, donc dans la zone équatoriale, on a énormément de nuages qui se forment, qui donnent lieu à des gros orages de moussons, etc., donc une zone très humide. Et puis autour, vous avez des zones très très sèches, et on les voit très très bien ici, sur ces deux diagrammes. Et donc en fait, l'étude de l'humidité relative dans l'atmosphère, c'est intéressant parce que ça nous donne des informations à la fois pour la météorologie, est-ce qu'on va avoir la formation des nuages, des précipitations, etc. Et puis ça nous donne aussi des informations importantes sur la dynamique parce que finalement, tout ce qui est transport dans l'air, le mélange d'air, ça va modifier aussi la température et donc modifier le seuil de condensation. Alors, si on s'intéresse, si on replace la loi de la thermodynamique de Clausius-Clapeyron dans notre atmosphère, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle la convection. Donc, la convection, c'est le processus d'ascension d'une parcelle d'air qui est isolée, qui a une température qui est plus élevée que l'air environnement, donc elle est plus chaude, donc elle s'élève. Et puis, en fait, dans notre atmosphère, la température décroît. Si on prend l'air sec, en fait, on peut calculer que la décroissance de la température par degré, par kilomètre parcouru, c'est à peu près moins 10 degrés. Donc à chaque fois qu'on s'élève d'un kilomètre, on perd 10 degrés. Et donc vous imaginez que, donc là je vous ai représenté cette variation de température avec ici l'inversion au niveau de la tropopause, là au niveau de 10-15 km.
Donc vous imaginez une parcelle d'air qui est près du sol, qui s'élève. En s'élevant, sa température diminue, la pression diminue aussi. Et donc à un moment, elle va rencontrer le moment où elle atteint la valeur de saturation de Clausius-Clapeyron, donc le changement de phase. À cet endroit, donc, on va avoir la base du nuage, là où la condensation commence à se former. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le changement de phase, donc la condensation, dégage de la chaleur. Et ce dégagement de chaleur va réchauffer un petit peu l'air, ce qui fait que finalement, l'atmosphère nuageuse va se refroidir, mais avec une vitesse moins importante, c'est-à-dire que pour de l'air nuageux, la décroissance de la température, elle est de l'ordre de moins 4 à moins 6 degrés par kilomètre, donc ce que j'ai noté gamma H, alors que pour de l'air sec, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt moins 10 degrés. Et donc, si on a de l'air nuageux qui s'élève, il va se refroidir en suivant gamma H. Si on a de l'air qui redescend sous l'effet de grands mouvements de l'atmosphère, il va se réchauffer en suivant gamma S. Et donc, on va avoir une asymétrie en termes de température entre les mouvements, entre les zones d'ascendance qui suivent ce gamma H et les zones de subsidence qui suivent gamma S. Et c'est important parce que finalement, ça va influencer le cycle de l'eau, car les ascendances, elles sont liées à la formation des nuages et donc des précipitations, alors que les subsidences sont des zones où on a de l'air très sec et donc des lieux sans pluie. Et donc l'intensité du cycle de l'eau dans l'atmosphère, en fait, il va être de manière très globale, il va être dominé par l'équilibre entre les zones d'ascendance où on va avoir de la pluie et les zones de subsidence où ce sera plutôt très très sec. Donc ça, c'était ma partie sur l'atmosphère humide. Alors pour aborder la partie suivante, c'est marrant parce que j'avais moi aussi mis une frise chronologique parce que je trouvais ça intéressant de replacer tout ça dans le temps. Du coup, je ne vais pas revenir dessus parce que François-Marie l'a très bien fait. J'ai replacé uniquement ici la relation de Clausius-Clapeyron ici. Donc en fait, c'est la même période. C'est cette période des Lumières où on a commencé à bien comprendre le système climatique. Et puis, moi, je vais particulièrement ici aborder l'étude de Suikuro-Manabe, parce que c'est vraiment finalement la première étude, comme l'a rappelé François-Marie, qui permet de comprendre réellement le couplage entre les processus radiatifs et les processus thermodynamiques dont je vous ai parlé, et comment ces couplages modifient la structure verticale de la température. Et donc on est allé d'une très bonne compréhension de tout ce qui était rayonnement, effet de serre, relation entre la concentration en CO2, la température de surface, jusqu'à une modélisation assez fine de notre système climatique. Donc d'abord, la molécule d'eau, elle est toute petite, elle fait un peu moins de 0,1 nanomètre, et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Donc c'est une molécule qui est un peu pliée, qui a un angle entre les deux liaisons OH qui fait à peu près 104 degrés. Et cette non-linéarité fait qu'elle a une répartition des charges. Vous avez l'atome d'oxygène qui est plutôt électronégatif, les deux atomes d'hydrogène qui sont électropositifs, ce qui forme un petit dipôle permanent dans notre atmosphère. Et en fait, cette non-linéarité et cette forte séparation des charges fait que la molécule, elle a une énorme capacité d'interagir avec les photons associés au rayonnement. Et donc vous avez plein de photons qui peuvent réagir avec cette molécule, et ces photons qui portent des quantités d'énergie spécifiques, qui sont quantifiées, elles vont permettre à la molécule d'eau de tourner selon des axes différents, de se plier, de se tordre, enfin de manière symétrique ou asymétrique. Et donc tous ces modes d'interaction avec l'énergie qui est transportée par les photons, ça se traduit par des absorptions du rayonnement et par des spectres. Donc ça, c'est un spectre que j'ai pris, que j'ai représenté comme ça à la main, mais ça, c'est pour le spectre pour l'oxygène. Donc ça, c'est un spectre idéal, c'est-à-dire que ces molécules, elles absorbent à des longueurs d'onde particulières qui dépendent de la quantité d'énergie qui est transportée par le photon. Sauf que les molécules, elles ne sont pas toutes seules dans l'atmosphère, elles vont... Comme il y a une température qui est non nulle, elle se déplace. Donc les déplacements font que les fréquences à laquelle vous allez avoir une interaction, elles vont un peu s'étaler, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et puis il y a d'autres molécules, même si elles sont complètement inoffensives en termes d'effet de serre, la présence de diazote ou de dioxygène en très très grande quantité fait que finalement ces molécules et les électrons de ces molécules, elles vont réagir avec les molécules d'eau. Et donc, ça va, ces collisions provoquées entre les molécules d'eau,
C'est vrai aussi pour les autres molécules, mais ça va créer des élargissements des raies. Et donc la vapeur d'eau, finalement, elle a de très nombreuses raies d'absorption, donc ça, c'est toutes les possibilités d'interaction avec le rayonnement. Et en plus, ces nombreuses raies, elles s'étalent, et elles créent ce qu'on appelle un continuum d'absorption. Et c'est pour ça qu'on a une énorme possibilité, enfin que la vapeur d'eau a une très forte possibilité de réagir avec le rayonnement. Donc là, tout à l'heure, François-Marie vous l'a montré. Alors moi, j'ai la version qui d'abord n'est pas normalisée, où vous voyez la quantité d'énergie ici qui est émise par un corps qui a 5700 degrés, donc c'est la température de la photosphère du Soleil. On voit une énorme quantité d'énergie radiative, de l'ordre de 10 puissance 13 watts par mètre carré. Puis ici, vous avez un corps qui est à peu près à 27 degrés, donc par exemple moi sous les lumières, qui émet finalement très très peu d'énergie. Et puis à droite, vous avez la même intensité radiative, mais cette fois je l'ai normalisé, le maximum il est ramené à 1, et vous voyez que finalement même à 27 degrés, le corps émet du rayonnement. Et en fait, on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une séparation très claire des courbes, c'est-à-dire qu'un corps très très chaud, donc proche de 6000 degrés, va émettre du rayonnement principalement dans les longueurs d'onde courtes, avec un maximum dans le domaine visible, et puis un corps beaucoup plus froid, va émettre plutôt dans le domaine infrarouge. En général, on considère que la séparation des deux domaines, solaire et tellurique, elle est autour de 4 microns. Et si on regarde en dessous les courbes d'absorption, donc François-Marie vous a montré tout à l'heure qu'on pouvait calculer les spectres d'absorption pour toutes les molécules. Donc là, en haut, c'est pour l'eau. Là, vous avez pour le CO2, l'ozone, le méthane et le protoxyde d'azote. Et vous voyez ici que la molécule d'eau, finalement, elle a une capacité à absorber le rayonnement infrarouge extrêmement forte. Elle a une quantité de raies d'absorption très très grande, ce qui fait que le rayonnement qui est émis par les corps dans le domaine infrarouge, il va être en très grande majorité absorbé par la vapeur d'eau qui est présente dans notre atmosphère. En fait, pour une atmosphère claire, sans nuages ni aérosols, donc on parle vraiment uniquement de la partie gazeuse, la vapeur d'eau, c'est le gaz qui contribue le plus à l'effet de serre naturel de notre planète. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai montré ces deux cartes, on voyait bien dans le domaine solaire, donc dans le visible, on a 0 absorption par la molécule d'eau, alors que dans le domaine infrarouge, autour de 6 microns, donc c'est ici, on voit bien que finalement, c'est toute l'eau, cette opacité, elle est uniquement due à la présence d'eau dans notre atmosphère. Donc je vais maintenant vous parler, aborder justement ce couplage entre les processus radiatifs et thermodynamiques. Ça rejoint justement, je vais essayer de vous expliquer l'étude de Suikuro Manabe, là, qui a donc eu le prix Nobel de physique en 2021 pour ses études un peu fondamentales sur la modélisation et la compréhension de l'évolution de la température quand on change les concentrations de gaz à effet de serre. Et donc ces travaux ils reposent sur le fait très simple qu'en moyenne, à la surface de la planète et sur des grandes échelles de temps, on a un équilibre entre les processus convectifs et les processus radiatifs, et ces deux seuls processus vont déterminer la structure verticale de la température. Donc en gros, vous avez l'émission de rayonnement thermique qui correspond à un refroidissement, donc l'énergie est perdue vers l'espace, et cette émission de rayonnement vers l'espace, elle est compensée, donc ce refroidissement radiatif, il est compensé en partie par le fait que vous avez des processus convectifs qui se déroulent dans l'atmosphère, et donc vous avez des changements de phase et un réchauffement de la température. Donc c'est vraiment ça la base de ce qu'on appelle l'équilibre radiatif-convectif de notre planète. Et là, vous avez, grâce à ce schéma très simple, assez fondamental finalement, Suikuro Manabe et Richard Wetherald, en 1967, ils ont fait des études de perturbation d'un profil. Donc ils avaient des observations de température réalisées par ballon-sonde. Et donc ils ont fait des calculs très précis en utilisant la spectroscopie, la connaissance du transfert radiatif, pour voir comment la température, le profil de température évolue lorsqu'on change la concentration en CO2. Donc ils sont passés de 150 à 600 parties par million en moyenne sur toute la colonne. Et donc deux petits zooms, vous voyez ici que dans la troposphère, enfin les courbes sont un peu superposées, mais finalement on voit que lorsqu'on a une augmentation de 4 fois la concentration en CO2, on a un réchauffement de la température de surface, alors que dans la stratosphère, l'augmentation de la concentration en CO2 conduit à un refroidissement. Donc ça, je vous en parlerai ensuite. Et donc là, ça me permet de venir juste vous parler donc, de la rétroaction de la vapeur d'eau. Donc c'est l'une des rétroactions qui est les mieux comprises
avec des schémas qui sont bien établis depuis les années 60. Donc ça, c'est un schéma que j'ai pris d'une étude qui date de 1981, donc de Ramanathan. Il avait l'objectif de son étude, c'était de comprendre les échanges globaux de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, vous voyez ce schéma qui ressemble à une boucle. Donc c'est une boucle de rétroaction. Et donc, je vais revenir sur quelques éléments importants. Le premier processus qui est indiqué ici, c'est le processus de... vous voyez ici le chauffage de la surface qui est dû à l'augmentation du CO2. En fait, ça traduit le réchauffement direct dû à l'augmentation de l'atmosphère parce qu'on a rajouté un gaz à effet de serre. Ensuite, cette augmentation ce chauffage de la surface vient chauffer ce chauffage radiatif vient augmenter la température de surface. Le deuxième point ici qui est intéressant, c'est ce qui s'appelle le chauffage direct de la troposphère du fait du CO2. C'est parce que finalement, lorsqu'on rajoute du CO2, le CO2 ça absorbe le rayonnement infrarouge, mais ça absorbe aussi en partie le rayonnement solaire dans le domaine proche infrarouge. Et donc ça va venir, ce réchauffement, plus le rajout de l'absorption du rayonnement par la vapeur d'eau, fait qu'on a un ajustement dans la troposphère qui est dû au fait qu'on a rajouté un gaz. Donc ce gaz ne va pas que chauffer la surface, mais il va aussi chauffer la température sur la colonne, sur l'atmosphère. Et donc, on a une augmentation de la température. Et puis, le troisième terme ici, c'est le terme... Donc, vous avez la température de surface qui a augmenté. Cette augmentation de la température de surface amène possiblement à une augmentation de l'évaporation au niveau des surfaces océaniques. Et cette augmentation de la surface océanique, elle va impacter le cycle global, puisque... Donc, c'est le terme numéro 3, là. D'une part, vous allez avoir une augmentation de l'évaporation globale, donc plus d'humidité dans l'air, donc plus d'émissions de rayonnement infrarouge qui va venir réchauffer la surface. Mais d'autre part, puisque vous avez plus d'évaporation, il y a possiblement plus de condensation possible, et donc un réchauffement de l'air qui vient donc augmenter la température. Et donc ça, c'est la rétroaction de la vapeur d'eau. C'est ce mécanisme-là qui vient faire qu'on a... des températures qui sont amplifiées, enfin des modifications qui sont amplifiées par le fait de la présence de l'humidité, donc c'est une rétroaction positive. Du fait de sa durée de vie, on ne peut pas considérer que l'eau dans l'atmosphère joue comme forçage, mais plutôt modifie le climat via cette boucle de rétroaction qui est très très forte. Alors cette boucle de rétroaction, elle est intégrée dans les modèles numériques de climat. Et on va, tout l'enjeu de la projection future des modèles de climat pour essayer de comprendre vers quel état d'équilibre on va aller selon les forçages et les modifications du système, en fait, tous les enjeux sont de savoir vers quelle température on va. Quelle va être la température du nouvel équilibre atteint. Parce que l'objectif, c'est de trouver un nouvel état d'équilibre une fois qu'il y a une perturbation. Donc si delta F, c'est le forçage radiatif, donc toujours pris ici comme un doublement de la concentration en CO2, le système va chercher à atteindre un nouvel état d'équilibre. Donc ça, c'est des travaux, un rapport qui date de 1979, qui définit justement ce qu'on appelle la sensibilité climatique à l'équilibre. Une fois que le forçage est fait, comment le système doit-il s'ajuster pour obtenir une nouvelle température d'équilibre ? Et en fait, la relation entre le forçage radiatif delta F et cette variation de température d'équilibre en surface, elle se fait grâce à ce qu'on appelle un paramètre de rétroaction. Le paramètre de rétroaction, il définit l'efficacité du système à retrouver un état d'équilibre qui va être différent du premier, mais qui sera quand même un état d'équilibre. Et donc tout l'enjeu de l'utilisation des modèles de climat, c'est de comprendre que vaut ce paramètre lambda. Quelle va être sa valeur? Comment le système Terre va-t-il se réajuster suite au forçage anthropique? Et donc c'est là qu'il va y avoir une autre équation. Donc, vous me direz après si c'était clair. Tout à l'heure, François-Marie a montré son schéma d'équilibre radiatif. Donc l'équilibre de la planète au sommet du système implique que tout le flux solaire qui va être absorbé par le système, par la vapeur d'eau, les nuages, les glaces, les aérosols, les surfaces, doit équilibrer
le flux thermique, le flux infrarouge qui sort et qui provient de la température, de la vapeur d'eau, du CO2, des gaz à effet de serre, des nuages, etc., etc. Et donc on va utiliser les modèles complexes de système Terre avec des modèles qui comprennent toute la spectroscopie et le transfert radiatif pour essayer d'estimer quel est le rôle d'une modification de chaque paramètre sur ce déséquilibre. Et ces calculs assez compliqués, ils permettent d'estimer le paramètre de rétroaction globale du système. Et donc on va faire des calculs complexes qui vont modifier un par un. On va supposer que tous les autres paramètres sont les mêmes, on en modifie un et on regarde comment réagit le système. On le laisse de côté et on fait la même chose avec les autres. Donc si on met un forçage, donc on va se dire que finalement il y a un déséquilibre énergétique, et on va chercher que vaut ce lambda. Le lambda, c'est donc le rapport entre le forçage et la température d'équilibre. En fait, ce paramètre de rétroaction, c'est une somme de toutes ces petites perturbations dont je vous ai parlé, en supposant que les autres restent constants. Donc les X ici, ça peut être la vapeur d'eau, les nuages, la glace, les aérosols, etc. Et donc on voit l'effet de X sur le forçage et l'effet de X sur la température de surface. Et donc finalement, c'est cette équation-là, ce paramètre lambda, c'est un terme qui est dû à l'effet de la température, de la vapeur d'eau, des nuages, des aérosols et tous les autres éléments du système qui peuvent réagir dans le système climatique à la fois radiativement et thermiquement. Donc vous avez tous les termes en bleu, ce sont les calculs d'impact radiatif de ces X, et puis tous les termes en rose, c'est la réaction du système lorsqu'on modifie X. D'accord ? Donc c'est deux types de modèles qui sont utilisés pour faire ces calculs de lambda. Donc là, vous avez, donc je me concentre uniquement sur la vapeur d'eau, je ne vais pas vous parler des nuages, des aérosols, etc. Mais là, vous voyez le paramètre de calcul de la rétroaction de la vapeur d'eau pour deux modèles donc, qui donnent des résultats similaires. Donc là, c'est une distribution sur la verticale de ce paramètre de rétroaction. Et puis là, vous avez une distribution horizontale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'endroit où la rétroaction de la vapeur d'eau est la plus forte, c'est dans les régions tropicales, là, qui est associée à la quantité d'eau disponible dans cette région-là. Et puis dans la haute atmosphère, au-dessus de 700 hectopascales, au-dessus de 3 km, c'est là où vous aviez un maximum dans la distribution d'humidité relative que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, c'est un schéma qui représente tous les calculs de ce paramètre de rétroaction avec plein d'expériences numériques qui ont été réalisées. Et donc vous voyez que ce paramètre de rétroaction, il est majoritairement entre 1,5 et 2 watts par mètre carré par Kelvin. Vous avez des petites variations parce que finalement, toutes ces expériences numériques, elles produisent à chaque fois des structures de réchauffement en surface qui sont légèrement différentes parce que vous avez des façons de résoudre les équations dynamiques et thermodynamiques qui sont légèrement différentes. Et donc on va avoir des réchauffements, des augmentations de la température qui vont être légèrement différentes, mais on voit qu'on a un accord autour de 1,5-2 watts par mètre carré par Kelvin. Et donc si je reviens sur cette sensibilité climatique à l'équilibre, donc là c'est une représentation un peu simplifiée de l'évolution de la température de surface globale à l'équilibre après un forçage de 2 fois la concentration en CO2. Ce qui est bien connu, c'est l'effet direct du forçage. Donc on sait que si on double la concentration en CO2, de manière très globale, on va avoir une augmentation de 1 Kelvin en surface. Pour la vapeur d'eau, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, on a une augmentation d'à peu près 1,7 degrés en moyenne. Et alors, les petites barres horizontales bleues, ça représente l'écart entre les modèles, la dispersion entre les modèles, toutes les expériences numériques qui ont été faites. Pour la température moyenne de la troposphère, donc vous voyez, c'est ce que j'ai mis, le delta T sur dz, donc l'évolution de la température, c'est plutôt un effet réchauffement, un effet d'ajustement, refroidissant, pardon, l'effet d'ajustement de la troposphère. Ensuite, vous avez l'effet d'albédo, l'effet des nuages, où là, vous voyez que la barre horizontale, elle est très très grande, elle est de l'ordre de grandeur de cette perturbation. Et puis là, vous avez les chiffres qui sont obtenus lors de l'exercice 2013 du GIEC. Donc, vous aviez 29 modèles globaux qui ont donné une température, une sensibilité climatique à l'équilibre d'à peu près 3,2, mais vous aviez une très grande dispersion. Et puis là, on a une dispersion encore plus grande, mais c'est parce qu'on a encore plus de modèles qui ont été utilisés, donc faits très différemment, qui donne un consensus autour de 3,7 degrés. Donc ça, c'est les calculs. Et donc, vous voyez que ce calcul de sensibilité climatique, même s'il y a des dispersions, en fait, finalement, chacun des paramètres
est relativement bien connue. La plus grande incertitude vient de la représentation des nuages, la représentation des précipitations, l'hydrologie en surface, les transports turbulents de très fine échelle et qui ne peuvent pas vraiment être représentés dans les modèles climatiques globaux. Et puis, vous avez aussi, malheureusement, des effets numériques, puisque finalement, tout ça, c'est fait par ordinateur. Et donc, on a des résolutions des équations, et puis vous avez de la dispersion à cause des effets de calcul. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est très bien compris. Et d'ailleurs, là, donc, je vous ai extrait les conclusions des différents rapports du GIEC, donc le premier datant de 1990 jusqu'à nos jours. Et j'ai surligné en jaune le fait qu'à chaque fois, déjà dès les années 90, la rétroaction la mieux comprise, c'était la rétroaction de la vapeur d'eau. Et jusqu'à nos jours, même les processus physiques qui dirigent cette rétroaction sont très bien compris et sont en plus validés par plein de preuves qui incluent soit différents types de modèles, différentes théories, des observations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement bien compris dans la communauté. Donc voilà pour la partie rétroaction globale de la vapeur d'eau. Puis donc maintenant, je vais aller dans la stratosphère. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas mon domaine d'étude particulier, mais c'est quelque chose qui est aussi important pour la sensibilité globale. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une décroissance très très forte de la quantité d'eau dans l'atmosphère, et donc il y a vraiment très peu de molécules d'eau dans la stratosphère, mais vous avez des modes d'injection, de transport, de rajout d'eau dans la stratosphère par du transport, donc principalement ici par les processus de convection. Vous voyez ici ces sommets orageux qui percent très haut dans l'atmosphère, et donc ils vont venir injecter de l'humidité dans l'atmosphère. Et puis il y a aussi les éruptions volcaniques, par exemple celle du Unga Tunga en 2022 a été tellement forte qu'elle a réussi à pénétrer la tropopause et à injecter de l'eau, entre autres, dans la stratosphère. Et l'autre mécanisme de production de la vapeur d'eau, c'est l'oxydation du méthane. Donc tout à l'heure, François-Marie en a parlé. C'est le fait que la molécule de méthane va pouvoir réagir avec le dioxygène de l'air pour former du CO2, mais aussi des molécules d'eau. Alors, du fait de l'augmentation de la température dans la stratosphère, donc vous avez la température dans la troposphère qui diminue, vous avez la tropopause, où on a une petite inversion de température, un blocage, et puis après, dans la stratosphère, on a la température qui augmente, et cette augmentation de température dans la stratosphère bloque tous les processus convectifs qu'on trouve dans la troposphère. Et donc, on va considérer de manière très simple que dans la stratosphère, on n'a pas de convection, on n'a qu'un équilibre radiatif. C'est-à-dire que le chauffage par absorption du rayonnement solaire grâce à l'ozone est complètement compensé par le refroidissement par émission de rayonnement infrarouge, par le CO2 et l'eau. Et donc, Manabe et Vetteral, dans 1967, donc dans l'article que je vous ai présenté tout à l'heure, avaient non seulement fait des études de sensibilité de la température à la concentration en CO2, mais également à la quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère. Donc là, on passe de très peu, donc 3 10-6 grammes par gramme d'air ici, à 75 10-6 grammes par gramme d'air ici. Donc on a une très forte augmentation de la quantité d'eau uniquement dans la stratosphère. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à cette étude, très tôt, augmenter la concentration de gaz à effet de serre dans la stratosphère, en supposant que l'insolation était constante, impliquait qu'on avait un refroidissement dans la stratosphère, puisqu'il faut nécessairement que la température baisse pour équilibrer le fait que l'insolation reste constante, puisqu'on est censé avoir un équilibre radiatif complet. Et puis, puisqu'on a fait un forçage, on a un ajustement sur la troposphère avec un réchauffement. Et donc, cette augmentation d'eau dans la stratosphère refroidit la stratosphère et réchauffe la troposphère. Là, vous avez une représentation des variations moyennes de la quantité d'eau. Donc là, ici, vous avez à peu près la tropopause. Les valeurs saturées, ici, c'est la troposphère. C'est des mesures obtenues par satellite dans les micro-ondes, dans les régions tropicales. Et puis ici, vous voyez ici les injections d'eau qui se propagent vers le haut de la stratosphère, les injections d'eau qui sont saisonnières et qui sont dues au processus convectif dans les régions tropicales.
Et là, vous voyez l'impact, donc c'est un exemple, hein, l'impact thermique de l'éruption du Unga Tunga en 2022. Donc vous avez les mesures de ce même instrument qui viennent de 1995, c'est des différences par rapport aux voilures moyennes annuelles. Et donc là, c'est une étude très récente qui montre l'apport d'eau exceptionnel qui a été fait par cette éruption volcanique qui a pénétré la stratosphère. Et en dessous, vous avez ici, là, ce moment-là, c'est le temps de l'éruption. Et en fait, ce que vous voyez en couleur, c'est l'effet sur la température. Et donc la ligne noire, là, c'est l'altitude où vous avez le maximum d'eau qui a été mesuré. Et donc on voit qu'au-dessus de ce maximum, on a un refroidissement qui est dû à l'injection de vapeur d'eau, donc le refroidissement radiatif que je vous ai évoqué juste avant. Et en dessous, vous avez un réchauffement qui est dû à l'effet de serre de la molécule d'eau. Et donc maintenant, je vais finir sur les enjeux de compréhension qui conduisent aux enjeux, enfin qui sont intrinsèquement liés aux enjeux de modélisation et de projection, de compréhension des processus météorologiques et climatiques qui sont faits dans les exercices numériques. Donc il y a tout ce qui touche au processus qui contrôle l'humidité de la troposphère, tout ce qui est circulation, modification de la circulation atmosphérique, les échanges entre la surface et l'atmosphère, donc tout ce qui est interaction avec les sols, l'évapotranspiration, etc., les processus de dissipation des nuages. On a aussi tout ce qui touche à la représentation des phénomènes nuageux, des phénomènes convectifs et microphysiques, parce que pour la croissance, la création d'un nuage et de la pluie derrière, on a besoin d'avoir de l'eau disponible pour que les gouttelettes se créent et grossissent pour former la pluie. Et tout ça, ça peut modifier l'humidité atmosphérique. Et en fait, l'un des enjeux aussi, c'est, donc une petite aparté, c'est le mélange d'échelles, donc c'est encore une image de satellite, où vous voyez très très bien donc, ces phénomènes nuageux, et vous voyez qu'il y a des tout petits nuages, des tout petits orages qui ont une taille de 1 à 10 km, qui vont durer 1 heure. Vous voyez aussi des systèmes de plus grande échelle qui peuvent prendre 500 km et qui vont durer une journée. Et puis vous voyez ici des cyclones tropicaux qui ont des tailles incroyables, donc de l'ordre de 1000 km, et ils vont durer quelques jours. On a un mélange d'échelles spatiales et temporelles qui est très important à pouvoir modéliser et à comprendre pour justement essayer de mieux les représenter dans les expériences numériques. Ces nuages tropicaux, en l'occurrence, on a vu que c'était là où vous avez la rétroaction de la vapeur d'eau qui était la plus forte, et le couplage avec l'humidité, c'est un autre point important de compréhension. Et comment ils vont évoluer sous réchauffement global, ça apporte un enjeu aussi assez important pour les sociétés, puisque l'idée, c'est de mieux représenter les orages, leur cycle de vie, les précipitations qu'ils vont générer et les extrêmes de précipitation derrière éventuellement. Et donc, un autre petit aparté sur cet enjeu-là. Donc ça, c'est des 2 expériences de représentation des précipitations par rapport à un état d'équilibre où on a pris 2 modèles, donc 2 modèles dits planète-océan, donc 0 continent qui ont été rajoutés, et puis on fait un réchauffement uniforme de la surface de 4 Kelvin, alors qu'au départ, l'expérience virtuelle était identique. On voit que ces 2 modèles ne produisent pas du tout les mêmes structures de précipitation, ce qui montre bien les enjeux de calcul finalement. On comprend, on a l'expérience théorique en tête, mais la reproduction numérique de cette expérience pose des questions sur derrière comment il faut le faire et quelle est la meilleure représentation. Et puis une autre chose dont je voulais vous parler, c'était justement par rapport au développement des nuages, il y a des enjeux assez forts sur la modélisation kilométrique des orages pour mieux prévoir donc, les extrêmes du cycle de l'eau, et ça rejoint un programme qui est européen qui s'appelle Destination Earth. Là, vous voyez, donc c'est en cours, hein, l'objectif c'est à 2030 d'avoir une jumelle numérique de notre atmosphère. Et donc là, vous voyez à gauche un exemple où vous avez la partie calculée numériquement, puis à droite la partie réelle, observée, et on voit que c'est assez bluffant, on a des structures qui sont très très proches. Et donc il y a des calculs qui sont réalisés, notamment en augmentant de plus en plus la résolution spatiale. Là, vous avez un exemple d'un cyclone qui est numérisé, reproduit numériquement à une résolution de 1 km, et puis là, celui qui est le même cyclone observé par un satellite. Et donc, on voit très très bien la très bonne représentation numérique de ces phénomènes, donc qui montre la façon dont on arrive à s'emparer de toutes ces équations compliquées.
Et donc le dernier point, c'était qui touche à la stratosphère, c'est donc tout ce qui est couplage, injection d'eau dans la troposphère et la stratosphère, et les impacts à long terme dans la sensibilité climatique globale. Donc j'ai mis des points de suspension parce qu'il y en a plein d'autres dont on pourrait parler. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.